La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui va faire mieux que pour le 200e. Coucou les gens, j'ai fait tellement mieux que j'ai raté mon lancement au niveau du Twitch, mais c'est pas grave. Parce que 250 épisodes, sans compter ceux qu'on compte pas, parce qu'on en a fait plein qui n'ont pas de numéro, qui sont à l'ouest, etc. Ça fait beaucoup d'épisodes, tout ça. On doit pas être loin de 300 en vrai, entre les hors-séries, les machins choses, tout ce que tu veux. C'est assez énorme et c'est pour ça que nous avons gardé le meilleur de l'équipe historique. Quoi, c'est-à-dire moi. N'importe quoi. Je regrette profondément que Thio, particulièrement parce qu'il était là au démarrage, Eti ne soit pas là, mais je me suis fait quand même accompagner de personnes qui ont su rajouter un peu plus de culture et de finesse et de commerce dans notre podcast. Putain, mais il parle de qui là? C'est le cliché, hein. C'est le cliché quoi. Je félicite Guillaume, merci Guillaume d'être là. Merci à toi. Voilà, Randall dit qu'ils sont sympas les deux stagiaires. Et salut Steph Core d'être présent. Alors je t'aimais bien Randall, mais là ça va trop loin. Là. Et salut Jérôme, notre archiviste préféré. Salut. D'ailleurs, faudrait penser à archiver un petit peu ces 250 émissions maintenant, mon ami Pierre. Mais elles sont archivées, tout est encore disponible en ligne. Non, ça c'est complètement faux. C'est stocké, ce n'est pas archivé, c'est un autre débat. C'est stocké, archivé, c'est sur mon RAID 5. C'est sur mon RAID 5. Ça ne s'appelle pas un archivage, ça, monsieur. C'est sur mon RAID 5 et sur le cloud. Ça va, c'est pas mal. En stockage, oui. En archivage, c'est nul. Ah, il va falloir que tu m'expliques les règles d'archivage. C'est important. Bref, quoi qu'il en soit, un épisode qui va être plein de toute la diversité dont on est capable. On peut faire mieux en diversité, mais c'est quand même... On aurait pu faire mieux quand même. Mais là, on va quand même sur certains grands écarts. Parce qu'on va parler de lettres perdues, la poésie, le côté humoristique, c'est beau. On va parler de la pleine main, la poésie, le côté humoristique, c'est beau. On va parler de mon ami Pierrot, la poésie, le côté humoristique, c'est beau. Et on va parler des promeneuses de l'apocalypse, la poésie, enfin le côté humoristique, c'est beau. C'est un beau programme. On espère qu'il sera à la hauteur de nos plus de 250 émissions maintenant. Et on attaque tout de suite et je vous prépare quand même des surprises. Lettre perdue de Jim Bishop qui est paru chez Glénat et c'est notre ami Jérôme qui nous fait un spécial Jim Bishop dans cet épisode. Yes, avec 2 Jim Bishop, mais on va commencer par Lettre perdue qui est sortie l'année dernière en 2021. Donc Lettre perdue, c'est l'histoire de Yod. Yod, c'est un petit bonhomme que nous voyons ici. Pardon, excusez-moi pour ceux qui ne voient pas mais qui écoutent simplement. Yod est un petit bonhomme qui vit tout seul sur une île et qui attend désespérément une lettre de sa maman. Tous les jours, les poissons clowns lui font la blague de lui faire croire, parce que les poissons clowns sont les facteurs, donc lui font la blague de lui faire croire qu'ils apportent la lettre de sa maman et en fait tous les jours ce n'est pas le cas. Ce qui est triste, c'est que tous les jours il tombe dans le panneau. Et tous les jours il tombe dans le panneau. Il en a marre, il prend sa douche verte et il va à la grande ville, à la poste, pour voir où est passée la lettre de sa maman. Et là, il rencontre Frangine, qui fait du stop sur la route, avec une valise un petit peu bizarre à la main, qu'elle ne veut absolument pas quitter, et qui va l'accompagner. Et là, il est convaincu que Frangine va l'aider à retrouver la lettre de sa maman, alors que Frangine n'en a absolument rien à carrer. Voilà un petit peu pour le pitch. Jim Bishop nous entraîne dans un univers à la fois onirique et à la fois extrêmement pessimiste. Onirique parce que, vous l'avez compris, c'est les poissons clowns qui sont les facteurs. Ce sont d'autres poissons qui font la police. Les calamars font partie de la pègre. Enfin, tout un univers et un bestiaire assez maritime, mais on est sur une île. Et avec une mise en couleur, ça il faut quand même parler de la mise en couleur de Jim Bishop qui est magnifique.
Et très inspiré de Miyazaki, et en particulier de Porco Rosso, qui est son Miyazaki préféré. Et voilà, donc avec une histoire complètement loufoque, mais en fait, on se laisse vraiment prendre dans son univers, et on suit Yod qui arrive qui découvre en fait cet univers avec nous, avec toute sa naïveté et toute la naïveté dont est possible qu'un jeune garçon peut faire preuve. J'ai du mal à trouver mes mots, moi. Hein. Ouais, c'est pas très grave. C'était pas très français. Ouais, c'était pas très français. Je suis désolé. Je vais me ressaisir. Alors qu'en fait, au final, on est sur une problématique beaucoup plus profonde. Ce n'est pas la première fois que dans le One Eye Club on en parle, mais c'est un album qui mériterait de lecture. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de lire tous les albums qu'on a, mais il y en a certains qu'il faudrait qu'on lise deux fois. C'est ça. Sauf si vous êtes brillant, comme je ne doute pas une seule seconde que vous le soyez, et auquel cas vous voyez tout de suite le message en profondeur. Et ce message en profondeur, il est autour de deux choses, l'absence et l'abandon. Vous allez me dire que c'est un petit peu redondant, l'absence et l'abandon, et vous n'auriez pas tort d'ailleurs. Le Yod, il est abandonné en fait par sa mère. On découvrira ce qu'elle est devenue. Et pourchassé, il cherche sa maman. Oui, il cherche sa maman, mais il est abandonné par sa mère. Et Frangine, avec qui il va lier une amitié profonde, elle est aussi abandonnée par ses amis, par sa mère d'adoption. Et on est sur une thématique beaucoup plus profonde en fait que celle d'une petite chasse un petit peu secondaire. En filigrane, on a un message sur l'écologie. Si les poissons sont les facteurs, si les poissons sont les policiers, ça veut dire que les mers sont totalement inhabitables. Et en fait, ces poissons, par un artifice qu'on découvre dans l'album, sont sortis de l'eau et arrivent à vivre dans des bocaux mouvants, en fait, dans des bocaux habités, si vous voulez, à l'extérieur. Donc voilà, cette réflexion aussi sur l'écologie qui me fait dire que cet album est un des meilleurs albums de l'année 2021 à mon sens, et je pèse mes mots. D'ailleurs, il a remporté plusieurs prix, dont le prix de la bande dessinée France Bleu Actu BD. Haha, promotion. Promotion pour toi. Chofri, qui nous rejoint sur le chat pour la première fois, salut Chofri, nous demande inspiré de Miyazaki avec un point d'interrogation. Donc toi, tu parlais que apparemment, tu as rencontré Jim Bishop qui te disait que en fait, c'était vraiment inspiré de Porco Rosso. En fait, j'ai discuté pas mal avec Jim parce que c'est vraiment un gars qui est absolument adorable, hyper abordable. Si vous le croisez en dédicace, n'hésitez pas, il est merveilleux. Et oui, il a été bercé par les Miyazaki pendant longtemps. Il a été bercé plutôt par les légendes un petit peu type Princesse Mononoke et d'autres, et il est tombé sous le charme absolu de Porco Rosso. Et des planches, alors je suis désolé pour ceux qui ne verront pas, mais il y a des planches qui rappellent clairement les hydravions de Porco Rosso. Donc c'est vrai que quand on lui en parle, il a les yeux qui scintillent. Alors inspiré, non, mais influencé, clairement. Alors moi, sur les influences, ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi pensé Japon. Tout à l'heure, tu me montrais un passage où on voyait l'hydravion, mais vous voyez aussi une île. Pour moi, c'était Kame House, quoi. T'étais vraiment dans du Toriyama, mais plus ambiance Dr. Slump, du côté de l'ambiance un petit peu loufoque, avec des personnages complètement allumés, etc. Tu vois, il y avait certains dialogues, j'avais l'impression d'entendre les extraterrestres qui parlent dans Dr. Slump, tu vois. C'est un peu de ça, ouais. Voilà. Moi, c'est ce côté-là. Et puis le côté super lumineux. Parce que tu te dis que les couleurs sont super, mais c'est pas aussi péchu, les couleurs d'un Miyazaki. Hein. Tu vois, tu disais qu'il s'était inspiré au niveau des couleurs. Non, pour moi, les couleurs, il allait vachement plus loin, quoi. Elles en jettent, hein, mais c'est super. Ouh, ça en prend, tu en prends plein la gueule. Ouais, moi, j'ai trouvé l'album, j'ai trouvé l'univers génial. J'ai trouvé ce côté de la relation à la mer pour les deux personnages qui est très, très bien traité. C'est un très bel album avec une couverture qui est très, très intrigante en plus, je trouve. Elle est jolie, cette couverture, parce que elle met en avant une très forte poésie qui est en filigrane dans l'album, en fait. Il y a plus de poésie visible dans la couverture qu'à l'intérieur de l'album, je trouve. Parce que tu t'attends pas, quand tu vois cette couverture-là, à avoir ce que tu as au premier degré dans l'album. C'est vrai, c'est une très belle couverture et effectivement, je partage. Je trouve qu'elle est très belle, mais
elle vend pas forcément bien ce qu'il y a dedans, et pourtant ça se répond, enfin ça tient la route. Voilà, moi c'est quelque chose que je trouve. Voilà. En plus, la version numérique que pour ceux qui sont dans le live voient, il y a un rendu des couleurs qui est un peu différent, qui est un peu trop flashy. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas un CMJN que j'ai chopé comme fichier, j'ai l'impression. Mais bref, j'ai pas trouvé de version numérique qui rendait hommage à l'impression mat que je trouve en librairie. En tout cas, voilà. C'est un album moi que j'ai trouvé très 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 joli. Ouais, Geoffrey dit que la couve fait très Miyazaki. Oui, là pour le coup, on est beaucoup plus proche de ce côté-là. Guillaume. Alors, Jim Bishop, on verra avec le deuxième tout à l'heure. C'est un auteur que j'ai appris à connaître très très récemment. C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ouvre ses bouquins, j'ai l'impression de les survoler, de pas rentrer dedans, de pas être, de pas m'immerger dans l'histoire. J'ai un peu du mal à y aller. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, on s'en rend pas compte, mais au bout d'un moment, en général, souvent vers la moitié du bouquin, alors plus loin dans Lettres perdues, c'était un des petits défauts que je lui ai trouvé d'ailleurs, on se rend compte que finalement, on est complètement dedans, qu'on est complètement dans son délire, complètement dans son rêve, parce que tous ces bouquins ont un côté assez onirique. Et bien, enfin j'aime bien, j'aime beaucoup cet aspect justement où je me retrouve embarqué sans même m'en rendre compte. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Puis les propos après le propos en lui-même est toujours mené avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse et parfois même de la pudeur. Et franchement j'aime bien. C'est une bonne lecture. C'est tout en douceur. On se sent accompagné, bercé, et à aucun moment violenté. Et j'aime bien. Et pourtant, à chaque fois que je commence un bouquin de Jim Bishop, je me dis, je comprends rien. C'est chelou. Qu'est-ce qu'il a fumé, putain. Et puis au bout d'un moment, surtout dans celui-là. Hein. Ouais, et puis au bout d'un moment, tu fais c'est bien quand même. Et puis t'arrives à la fin, tu fais putain, c'était trop bien en fait. Mais j'ai toujours ce moment au début, je dis mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qui lui prend le pauvre. Tu vois, il souffre, faut l'achever, tu vois. Mais par contre, à la fin, chaque fois, tu te dis putain. C'était bien quand même. Continue de souffrir. C'est ça. C'est le seul petit truc, mais parce que voilà, j'ai lu celui qu'on chronique après là avant Lettres perdues, alors que j'aurais sûrement dû lire Lettres perdues en premier. Le seul petit défaut que je lui trouve à celui-là, c'est qu'il est quand même vraiment très très lent et que justement ce twist au moment où on débloque enfin le début de compréhension et on commence enfin à voir un petit peu où il veut aller et où du coup on arrive à le suivre et donc à rentrer dans le bouquin. Il arrive un petit peu tard dans Lettres perdues. Enfin, pour moi en tout cas, à mon goût. Ça veut dire que tu validerais pas forcément un coup de cœur? Ah si, complet. Mais voilà, mais avec un bémol. Voilà, avec le petit bémol. Non, vraiment, pour moi, c'est des petites pépites, quoi. C'est vraiment... mais pareil pour l'autre. Hein. Enfin, on en reparlera après, mais voilà. Donc, premier coup de cœur de la soirée. Oui. Va-t-on réussir? Attends, je vais négocier. Le grand challenge. Qu'est-ce qu'on va parler du mien après? Ouais. Donc je vais mettre je vais en stand-by pour l'instant. Négocie les coups de cœur parce qu'on passe à quelque chose d'encore dans la poésie et la finesse. Mais c'est vrai en plus. C'est pas totalement faux, c'est À pleine main de Thomas Cadden et c'est Joseph Safieddine, je crois, et à la couleur, j'arrive pas à lire le nom. Voilà. Chez Dargaud. Chez Dargaud, avec une couverture hyper flashy, pour le coup. Hyper flashy, très explicite. C'est plein de couleurs vives, de couleurs rose bonbon aussi, tant qu'à y être. Bref, enfin voilà, on voit le titre, on voit la couverture, on se dit un bon gros porno. C'est sévèrement burné. Sévèrement burné, malheureusement pour lui, pas tant que ça. Mais, non, enfin voilà, c'est mon collègue Hugo qui me l'a conseillé. Je lui ai dit, ça va être rigolo. Et il me l'a conseillé avec un grand sourire. Je me suis dit, ça va être plein de conneries, je vais me marrer. Et puis, je vois la couverture, je dis, un gros porno, quoi. Et en fait, non. Finalement, non. C'est pas ça. C'est pas un porno.
ça parle de cul, oui, clairement. Ça parle même spécifiquement de branlette. D'ailleurs, faudra peut-être interdire ce passage de l'émission aux moins de 18 ans. Je vais peut-être faire un 250 interdit moins de 18 ans. Oui, c'est possible, c'est probable. Et donc, plaisanterie mise à part, voilà, c'est en fait tout le sexe, tout ça n'est qu'un prétexte à parler d'autre chose. Donc on va suivre. Putain, moi mon problème des prénoms, sérieux, c'est pénible. Donc le personnage principal, dont j'ai encore mangé le nom, je suis désolé, je me souviens jamais. Jérôme Archiviste fait une enquête pendant qu'il continue Voilà. sa chronique. Donc le personnage principal a tout du loser. Bon, il a quitté le domicile familial avec de grands projets et finalement il a monté un petit sex shop sans oser dire à ses parents ce que c'était. Pablo. Merci Pablo donc. Et ben c'est nul en fait, c'est la merde, c'est pourri. En plus c'est pas tellement sa tasse de thé, donc quand il essaie de faire du conseil, il est juste, alors au mieux ridicule, au pire ridicule et pas crédible. Bref, et en fait son vrai problème à ce pauvre garçon, c'est qu'il est enfermé dans son fantasme de jeunesse, donc qui s'appelle Gudrun, merci. Donc son fantasme de jeunesse, Gudrun, qui a tout de la Valkyrie forte, à poitrine opulente, très très charnelle, enfin voilà. Et en fait, il a sa vie sexuelle est misérable puisque il est enfermé dans ce fantasme. Et donc quand le bouquin commence, il craque. Il craque, journée de merde, client de merde, conseil de merde, vie de merde. Il craque et en fait il file les clés de la boutique au dernier client et il se casse. Il remballe ses affaires, il rend son appartement, il se casse, en fait il rentre chez ses parents. Et là il va retrouver un ami d'enfance avec qui il avait complètement perdu le contact, mais qui gravite toujours autour de ses parents, qui est le gars simple. Simple, c'est le mot. Pas simple dans le sens stupide, simple parce qu'il a appris à apprécier les choses simples de la vie. Et il va se remettre un peu en question. Et puis une idée va naître, saugrenue, farfelue. Il va repartir à zéro et il va, parce qu'il est rentré dans sa chambre d'enfant que ses parents ont gardé telle quelle. Et en fait, ça va lui donner l'idée du siècle. Créer des espaces de branlette personnalisés pour réactiver les vieux fantasmes, parce que grâce à sa chambre, il a réussi à faire revenir Gudrun qu'il avait perdu quelques jours avant. Et pour homme comme pour femme, précisons-le. Voilà, pour homme comme pour femme. Quelles que soient les tendances. Et quelles que soient les tendances. Et il va y mettre du cœur, et il va le faire bien, et ça va même marcher. Et du coup, là, on va... finalement explorer la vie de Pablo, qui va rencontrer quelqu'un, qui va... etc. Je vais pas en dire plus, parce que sinon on va gâcher toute l'histoire. La seule chose que je dirais, c'est que je trouve la fin du bouquin parfaite. La dernière case m'a fait passer du... J'ai envie de la revoir, mais je peux pas la montrer. La montre pas, faut pas le spoiler. Tu peux y aller, tu peux la revoir, elle est pas en... Faut pas le spoiler, mais j'ai lu le bouquin avec beaucoup de plaisir. Je me suis bien marré. Je l'ai trouvé vraiment sympathique, très bien, excellent. Et quand j'ai vu la dernière case, j'ai fait non, il est parfait. C'est court, ça tient à rien parce que en vrai le bouquin n'est pas parfait, il a ses petits défauts, mais c'est juste cette chute, elle est géniale. Voilà. Donc, elle est beaucoup plus poétique que le reste du bouquin. Oui, mais en vrai, finalement, le sexe, la branlette, le sex shop, tout ça est un prétexte à raconter une histoire de vie plutôt touchante finalement de quelqu'un qui se cherche, quoi, et qui finit enfin par se trouver et s'accepter. C'est des sujets qui reviennent souvent chez Thomas Cadden, hein, le côté vie sexuelle, des personnages qui se recherchent aussi à travers leur vie sexuelle, et de traiter, ce que je trouve intelligent chez Thomas Cadden, c'est de traiter le sexe comme quelque chose du quotidien, en fait, ce que c'est, en fin de compte, et d'y aller sans tabou dans sa narration. Alors oui, on a tendance à vouloir rire un peu jaune. Il y a des blagasses qui ressortent quand tu regardes ça. Mais quelque part, ouais, non, c'est touchant. Tu te reconnais un peu. Tu te dis, ouais, c'était bien ma chambre de gamin, en fait. Voilà, il y a des histoires en plus touchantes dans ses clients. Il y a des belles histoires sur des gens qui recherchent
des histoires d'amour aussi au milieu. Enfin, c'est un album qui m'a étonné parce que effectivement, la couverture, ça me fait penser à un bon gros album BDQ qui sont souvent drôles, en fait. Ouais. Et celui-là, il est drôle, mais oui, voilà. J'ai envie de dire presque le cul, c'est le truc marketing pour faire vendre le truc, j'en sais rien. Mais c'est pas le sujet, en fait, principal, et c'est beau. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire et on aurait tous envie d'avoir un ami comme Émile, disons-le quand même. Il est génial cet Émile. Hein, les potes, il faut vous mettre au niveau là, alors. Puisqu'on en parle, Jérôme. C'est ça, exactement. Mais voilà, c'est juste le pote parfait, quoi, qui pose pas de questions, qui est là pour aider tout le temps. Voilà. Et c'est Le bricoleur. bricoleur en plus, ouais, parce que ça peut servir. Et qui accepte de rentrer dans les plans les plus tordus juste pour être avec son pote. Donc voilà, non, une belle découverte. Quand même, à pas mettre dans toutes les mains quand même, malgré tout. Hein, voilà, malgré tout. Non, je dirais, plaisanterie mise à part, je dirais interdit au moins de 16 ans en fait. Oui, Il y a et puis du même. contenu un peu trop explicite. Oui, et puis même, je pense que c'est une BD qui peut être appréciée que si tu as cette expérience Oui. d'avoir ses souvenirs d'ado. Oui. C'est Oui, aussi ça. C'est-à-dire, Oui, sans parler du c'est pas faux, du ouais. côté explicite du contenu, je pense pas qu'elle puisse, si t'as pas, toi, tu peux pas te reconnaître dans ce personnage qui ont ces souvenirs d'ado là. C'est sûr que ça résonnera pas pareil voilà. pour un ado. Mais ça peut être marrant justement, que l'ado se dise c'est vieux crouton, et qu'il se rend compte quelques années après que finalement, voilà. Voilà, vit aussi dans sa chambre. À pleine main de donc Thomas Caden et Joseph Safieddine. Est-ce que vous voulez lui mettre un coup de cœur? Moi, je l'ai déjà fait à la librairie. Putain. Moi, je vais vous suivre sur ce coup-là. Si vous voulez mettre un coup de cœur, ça me dérange pas. Ouais, non, parce que j'aime beaucoup le travail de Thomas Caden. Et là, c'est un album qui arrive par rapport aux autres albums de Thomas Caden qui peuvent être souvent un peu plus sérieux dans les tonalités, hein, je pense, et qui sont très très bien. Il va vers un autre genre qui est un peu la comédie de mœurs, tu vois, tout en gardant cette profondeur et cet amour des gens. Voilà, qui reste très beau. Voilà. Allez, Thomas, on t'attend pour le tome d'après. Je pense que non, on ne fera pas d'autres tomes. Non, mais je veux dire pour son album après. Voilà. La barre est haute. Bonne soirée, Thio. Tu nous abandonnes en pleine 250e. Franchement, je trouve ça très nul. Donc pour toi, Thio. And cut. Voilà. Elle est pour toi, celle-là. Bref, on va peut-être pouvoir attaquer la suite, c'est-à-dire, si j'arrive à me retrouver dans mes menus, parce que je me suis perdu à vouloir faire mes conneries, c'est 250 émissions de qualité, avec des archives totalement gratuites. Vous vous rendez pas compte? Amazing. Imaginez, vous nous donnez là 10 €, 250 émissions, ça fait combien l'épisode? Que dalle! Pas assez. Mais vraiment, que dalle! C'est cadeau. Vous vous rendez pas compte combien ça coûterait peu pour avoir tout ce contenu gratuit? Donc, ça aussi, c'était pas très français. Hein. Ouais. Non, c'est du niveau de la pub du loto, ça, tu sais. Les 100% des gagnants ont tenté leur chance, Voilà. c'est pareil. Bref, merci à tous nos soutiens sur Tipeee qui sont Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. C'est un plaisir. Il y en a certains qui nous suivent depuis très longtemps. On ne saurait que les remercier. Ça tourne assez peu chez les tipeurs. Je vais profiter un peu de ce 250e, plus que demander aux gens d'aller dessus et de nous soutenir avec Bubble, machin chose, bidule truc, tout ce que vous voulez. De vous remercier parce que vous nous avez donné un grand coup de main depuis le début en nous permettant parfois d'acheter des albums quand on allait recevoir un auteur pour avoir une sorte de bibliographie un peu plus conséquente. De nous acheter du matos, de le renouveler au fur et à mesure, d'améliorer la qualité du travail qu'on fait. Et franchement, ça nous aide pas mal et on est ravis pour ça. Continuez à nous écouter, continuez à parler de nous, à nous soutenir. Chaque petit don que vous nous faites nous touche. Nous rapproche de la fortune.
Voilà, nous rapproche de la fortune. Voilà. Donc, sur ce, on peut passer tout de suite à la suite. Parce que c'est comme ça. Il faut vraiment que j'améliore mes transitions. 250 émissions, je fais toujours des transitions de merde, mais c'est pas possible, quoi. Mais ça fait partie du style maintenant. Ouais, c'est ça. Le jour où tu feras une bonne transition, on te reconnaîtra plus. On revient sur Jim Bishop avec mon ami Pierrot. La deuxième. Avec une couverture vachement moins bien que celle de Lettres perdues, j'ai envie de dire. Mais bon, ça c'est... Je suis assez d'accord. Mais la deuxième de Jim pour la soirée, c'est une spéciale Jim et une spéciale Glénat aussi, puisque c'est aussi le deuxième. Jim publie toujours chez Glénat pour le moment. Mon ami Pierrot, donc, on retrouve le trait de Jim Bishop, on retrouve aussi sa mise en couleur, on retrouve tout un tas de choses dont on a déjà parlé tout à l'heure. Sa pagination. Sa pagination aussi, sa mise en page, son découpage, voilà, on retrouve quand même sa patte, mais avec un propos assez différent. Donc là, on est avec Cléa qui est une jeune princesse qui, comme toutes les jeunes princesses, rêve d'un prince charmant. Ah non, je me suis trompé de livre. Non, en fait, pas du tout. Elle ne rêve absolument pas de prince charmant. En fait, Cléa, elle rêve de pouvoir vivre sa vie, tout simplement. Le problème, c'est que son père lui a destiné un mari qui n'est pas un vieux libidineux, hein, pour une fois, ça change un petit peu, mais enfin, qui n'est pas celui qu'elle a choisi. C'est Berthier, le fils du comte de l'Eau. Et elle ne ressent absolument rien pour Berthier. Un jour où elle se promène en ville avec sa mère, elle rencontre Pierrot qui est un saltimbanque, qui est un magicien, qui est un affabulateur, qui est un beau parleur, et elle va tomber instantanément sous le charme de ce Pierrot, qui lui promet monts et merveilles et qui lui promet la liberté. Une liberté dont elle aspire de ses voeux, parce que la société la lui refuse, cette liberté. Et elle va accompagner Pierrot, elle va disparaître dans la nuit, et elle va se retrouver dans un monde un peu féerique, un peu onirique, avec un chat hibou, qui est le compagnon de Pierrot, qui y vit lui-même dans un arbre maison. Et parallèlement, Berthier va se mettre sur les routes pour partir à la recherche de sa promise. Alors, Jim Bishop, dans cet album assez épais, hein, comme mon ami Pierrot, là on est sur du... comme dans Lettres perdues tout à l'heure, là on est quand même sur du... Ouais, on est sur du 260 pages, là. C'est approuvé quand même par pas mal, exactement. Jim Bishop aborde plusieurs thèmes. Alors le thème qui ressort le plus facilement de prime abord, c'est l'amour, et l'amour toxique en fait, puisque ce Pierrot, il n'est pas si cool que ça. Il va séquestrer Cléa, il va ouvertement la tromper avec d'autres jeunes et gentes demoiselles aguerries, et elle va finalement de tomber de sa désillusion, enfin elle va tomber de Karim Silla. Mais je dirais que c'est pas forcément la thématique la plus intéressante de l'album. Pour moi, c'est vraiment un album sur la liberté, sur cette recherche de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Est-ce qu'on peut être libre en amour ? Alors d'accord, on parle d'amour, mais on parle aussi de liberté. Mais également sur l'accomplissement de soi et les contraintes sociales. Et la fin de l'album, et là on va pas dévoiler grand-chose, mais la fin de l'album apporte un vrai plus par rapport à cette réflexion. Alors, il n'est pas donneur de leçons, Jim Bishop. Hein. Il dit pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, la société c'est pas bien, machin. Il apporte sa vision et il apporte une vision. À nous de réfléchir finalement, et des clés de réflexion. À nous de réfléchir sur qu'est-ce qu'on a envie d'apporter sur ces thèmes-là et qu'est-ce qu'on pense de ces thèmes-là. Est-ce qu'on aurait réagi comme ça ? Est-ce que la société a ce poids-là sur nous ? Est-ce qu'on se laisse emporter comme ça ? Et finalement, est-ce qu'on arrive à s'oublier dans cette société qui nous étouffe un peu, tous ? Ou est-ce qu'on arrive, au contraire, à faire exploser ces carcans ? J'avais fini. Ouais, c'est beau. C'est très beau au niveau timing. Écoute, mec, c'était trop clair, j'ai versé ma larme. Alors toi, tu fais péter tes carcans ou pas, toi ? Vas-y, Guillaume. Écoute, ça va être compliqué d'en dire plus que ce qu'a déjà dit Jérôme, l'archiviste, donc, oui. Ma foi,
Ben pareil, hein, comme je disais tout à l'heure, Jim Bishop, j'ai eu du mal au début parce que je voyais pas trop ce qu'il voulait, où il voulait nous emmener. C'était un peu trop perché, un peu trop onirique. Et puis voilà, il y a ce moment de l'album qui arrive à peu près au tiers ce coup-ci, si je me souviens bien, où ça y est, il nous tend une clé. Il nous tend un morceau de fil à tirer, et là on commence à comprendre ce qu'il veut, à commence à comprendre ce qu'il nous propose, et du coup on arrive à suivre l'histoire et à plus volontiers y rentrer dedans. Et je trouve que il fait ça très bien, quoi. Le propos est intéressant. Comme l'a dit Jérôme, on parle de liberté, on parle d'amour, on parle de tout un tas de choses. Et surtout du fait que finalement tout ça n'est pas si évident à obtenir et encore moins à conserver. Donc, très bon bouquin, vraiment une très bonne surprise, un super moment. Eh bien, je serai la voix qui déchante. Ah, il en faut. Il en faut. Ouais, alors c'est peut-être parce que j'avais lu Lettres perdues avant, tu vois, que ça commence effectivement, début un peu difficile, un peu cliché, tu vois, de la jeune fille qui part avec le saltimbanque, qui a l'air vachement mieux, etc. Puis tu vois quand même que t'en es qu'au tiers du bouquin et tu te dis, il va se passer un truc, quoi. Et oui, forcément le truc auquel tu t'attendais, il arrive. Parce que oui, au tiers du bouquin, elle est partie avec machin chose, c'est que forcément, il va se passer un truc. Ils vont pas te raconter encore pendant les 2 tiers restants du bouquin la même chose. Donc un petit peu, tu le vois venir, cette thématique. Elle est un peu trop présente et chargée. Il arrivait à la cacher plus... Enfin non, j'allais dire plus subtilement, c'était plus lourd dans Lettres perdues par le côté complètement fou de l'univers qu'il avait développé. Là, on est dans un univers beaucoup plus classique au niveau de la magie, de l'onirisme, etc. Et puis, il y a des trouvailles. Et puis des trouvailles, tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il nous lance ces trouvailles-là? Il y a une planche où d'un coup, tu as Pierrot qui dit, regarde, on va pouvoir sortir des cases, aller dans la magie. Et là, il part sur une mise en page complètement déstructurée, avec des cadres super super originaux, forts. Et tu dis, ah ça y est, elle va arriver dans un autre monde, ça va être beau, il va jouer avec le médium, en fait. Et puis non, il refait des cadres de base derrière et jusqu'à la fin de l'album, il nous fait juste le coup pendant une planche pour nous dire « Ah, vous allez voir, c'est... » Oui, voilà. Alors, peut-être que ça va dans son propos, c'est « Regardez, je vous présente comme ça va être trop beau » et qu'en fait, non. Voilà. Le point qui est intéressant, c'est que le personnage de Berthier est beaucoup plus sympathique qu'il ne semble l'être. Parce que pour le coup, même si il n'a pas l'amour qu'il attend, il a un amour sincère. Et total, j'ai l'impression. Mais bon, l'amour, il faut peut-être que ce soit un peu réciproque pour que ça marche aussi. Alors, c'est aussi un amour très exhaustif et très exclusif. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a Cléa, il étouffe. Autant Cléa que Pierrot n'étouffe avec Cléa. Il étouffe pas tant que ça, entre guillemets, parce qu'il n'a pas vraiment le temps de l'étouffer. Bon. Il l'étouffe en lui faisant 4 gosses. Oui, non, mais à la fin, oui, non, mais ça, c'est le final, entre guillemets, Bref, non, j'ai pas accroché, quoi. Eh bien, voilà. Voilà, on a raté le... C'est le retour du dictateur. Non, mais il a raison. J'ai pas accroché, ça m'arrive. Voilà, c'est pas contre vous, ni contre Jim Bishop. Hein. On perdait de cette fantaisie folle que j'ai adorée dans Lettres perdues, en fait. Pour aller sur quelque chose d'un peu trop classique et dans le récit, et dans l'univers. Voilà. Donc, bon. Mais il y a des gens qui peuvent aimer et des gens très bien. T'as raison, raccroche-toi, branche, allez. Ok. C'est mon tour là, c'est ça? Allez, la suivante. Alors, un manga, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait parce que ces derniers temps, Guillaume nous en propose moins parce qu'il a vu que c'était difficile. On est comme ça. Ça passe pas. C'est-à-dire que, si tu veux, on a un Isaac sous le coude qui aime bien nous proposer des bouquins de 400 pages là, aux éditions Plomb, tu vois, pour faire référence aux inconnus, là, même si les éditions existent encore. Et puis, alors, je lui ai proposé des bons mangas, mais
il n'y arrive pas. Enfin, ceci dit, la première émission que j'ai fait où j'ai proposé du manga, mon manga a reçu coup de cœur. Ouais, donc, tu vois, t'avais bien travaillé. Donc, là, on va parler des Promeneuses de l'Apocalypse de Sakae Saito chez Doki Doki pour 7,50 €. Un album qui m'a intrigué parce que c'était cette couverture apocalyptique, mais joyeuse, entre guillemets, qui résonnait quelque chose de beau, quoi. Tu vois, du post-apo sympa, ce qui est rare. Ça change du post-apo dangereux, tout ce que tu veux, et un pitch qui était plutôt sympa. C'est deux jeunes filles à moto dans un Tokyo apocalyptique qui vont visiter Tokyo. Bon. Bref, on va suivre Yoko et Aeri qui parcourent ce Japon post-apo à moto à la recherche des paysages que la sœur de Yoko a immortalisé sur le pseudo Instagram de leur univers. C'est un voyage qui leur permet de croiser un tank dangereusement automatisé, un cyborg amnésique et plein de hauts lieux touristiques japonais. Vraiment sympathique. Ce qui n'empêche pas d'avoir un peu de mystère concernant nos deux héroïnes. Voilà. Il y en a une qui a... Je ne vais pas spoiler, parce que même si c'est un tome 1 et que dans les mangas, on s'évite les choses, mais il y en a une qui est vraiment... Ça m'a surpris, on va dire, quand je l'ai lu, donc j'ai pas envie de raconter ça. On est sur du manga classique au niveau du trait. Hein. C'est une narration classique, c'est une ligne propre, c'est lumineux. Il y a un gros travail sur les paysages, ce qui tombe bien, c'est un peu un truc de voyage et de découverte. Et ça marche très très bien, donc c'est ni décevant ni bluffant. Voilà, ça marche bien. Niveau du scénar, c'est vraiment un post-apo intriguant. On est entre le positivisme des héroïnes et une mélancolie au niveau des rencontres. Il y a vraiment une mélancolie dans ces personnages qui rencontrent. Pour le moment, on est plein de petites histoires de style assez varié. Il y a de l'action, de l'exploration, des rencontres. Chaque chapitre va nous mettre un petit peu d'ambiance et nous faire une micro-histoire. Il y a un fil rouge qui reste quand même intriguant. Comment nos héroïnes en sont-elles arrivées là ? Il y a quelques flashbacks qui commencent à nous donner des pistes. Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment ? Parce que suivre les images de la sœur, alors est-ce qu'elle essaie de retrouver les traces de sa sœur pour savoir où elle a apparu ? On ne sait pas. Et pourquoi est-ce qu'il y en a une des deux qui est si particulière quand même. On le sait. Oui, elle est particulière. Ouais, mais c'est pas... Non, mais on sait ce qui fait qu'elle est particulière, mais pourquoi fait-elle partie du groupe, on va dire. Bref, c'est une très bonne intro qui donne envie d'en apprendre plus, qui fait espérer que la fin a déjà été pensée. C'est un peu le problème de ce genre de choses-là. C'est que j'espère que ça va pas trop durer en termes de tomes. J'ai aucune idée de combien il va y en avoir. Et que l'auteur, l'autrice, je ne saurais dire, c'est exactement où ça va dès le départ. J'ai l'impression, avec les flashbacks et les choses qui sont un petit peu mises en fond, que c'est le cas. J'espère que je ne me trompe pas, parce que moi, j'ai trouvé ça très agréable et c'est une série à suivre. Et puis surtout, ça me fait découvrir des endroits du Japon qui ont l'air sympas, même si là, ils sont un peu en sale état. Voilà. Donc, les Promeneuses de l'Apocalypse. Qu'en avez-vous pensé ? On va demander, tiens, on laisse le spécialiste du manga pour la fin. Pour la fin. Ouais, vas-y. Merci. Écoute, moi, j'ai pris plaisir à lire cette histoire. Très honnêtement, c'est une mise en place. On attend de voir un petit peu ce qui va se passer. C'est vrai que la dichotomie entre ces deux jeunes filles et les univers qu'elles traversent est assez intéressante. Pour moi, il y a véritablement un climax qui est la rencontre avec le cyborg qui est magnifique. C'est beau. Hein. C'est un très très beau moment. Et la fin de ce moment-là est vraiment très beau. Voilà. Après, sur le reste, on est sur de la mise en place. On se demande, une des deux jeunes filles, on se doute un petit peu de ce qu'elle est après la moitié de l'album, on va dire. Elle suit effectivement les traces de sa sœur. Peut-être que sa sœur est morte, on ne sait pas bien. Bon, en tout cas, cet apocalypse a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque sa sœur visite un Tokyo et un Japon qui n'a pas subi l'apocalypse, et elles sortent dans... On voit qu'elles ont été dans un bunker, apparemment. C'est ça, elles ont été dans un bunker. On leur avait dit de ne pas sortir, et puis elles sortent quand même. Donc, elles croisent aucun humain. Elle croise aucun humain, non. Elle croise aucun humain, donc les rencontres, c'est un peu limité. Voilà, que dire si ce n'est que, écoutez, faites-nous découvrir le reste, quoi. On va voir. Oui, moi, je vais continuer la série. Alors,
Ben, ma foi, du coup, je continuerai la série aussi, qui d'ailleurs est déjà arrivée, il me semble, le tome 2. Ouais, et le 3 sort bientôt. Et je continuerai aussi parce que voilà, je suis curieux, c'est intriguant. Il a mis tout ce qu'il fallait pour titiller la curiosité, pour qu'on ait envie de savoir où ça va. Maintenant, comme tu l'as dit, j'espère qu'il n'y aura pas trop de tomes, que on évitera de dépasser 10, allez, soyons sympas, 15 tomes. Parce que c'est typiquement le genre de manga où on tourne très 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 rapidement en rond. Je pense notamment à un autre manga que j'avais beaucoup aimé au début, qui s'appelait Au Grand Frais, que je trouvais très sympa, très rigolo, très rafraîchissant, et qui en fait au bout de 3 tomes était juste très chiant parce qu'ils sont pas renouvelés, quoi. À un moment donné, la recette est chouette et rigolote. Une fois que la mise en place est faite et que tu as compris la recette, et ben maintenant fais-nous découvrir le reste. Et sur celui-là, on n'avait pas découvert grand-chose d'autre. Donc c'est la petite frayeur que j'ai par rapport à ça, parce que il y en a beaucoup qui commencent un peu de cette façon et qui finalement ne concluent pas, ne concrétisent pas. Donc voilà. Après, franchement, ça vaut le coup de l'essayer, parce que même si au bout d'un moment on se rend compte que ça mènera nulle part, on peut très bien s'arrêter là et avoir passé un bon moment jusque-là. Voilà. Oui, même rien que cette petite histoire, ce que tu disais, hein, avec le cyborg, que j'ai trouvé touchante. Rien que dans ce tome-là, il y a une très bonne histoire. Les autres sont bien, mais il y a une très bonne histoire. Faut voir si ça tient la route. Moi, je verrais bien un destin à une série que j'ai beaucoup aimée, qui est Ikigami. Où c'est à chaque fois tu as des chapitres qui racontent une histoire complète et un fil rouge. Donc les petites histoires complètes se suffisent en elles-mêmes et sont sympas, et un fil rouge qui arrive vraiment à un final au bout de 10 tomes. Voilà, ce qui en soi en fait quelque chose de très agréable à lire, et qui en plus fait un truc qui est totalement pas commercial d'un point de vue manga. C'est que dans Ikigami, dans chaque volume, tu as 2 histoires complètes. Oui, vraiment. D'ailleurs, il y en a des. J'ai pas tout lu de Ikigami, mais je me souviens d'avoir lu quelques-unes qui étaient vraiment waouh. Très touchante, hyper forte. Et c'est vrai que celle du cyborg, elle est géniale. Donc c'est les promeneuses de l'apocalypse, donc chez Doki Doki, et c'est par Sake Saito. On parlait d'Ikigami, mais on l'a déjà chroniqué. Vous avez 250 épisodes, vous avez un historique de malade pour découvrir des tonnes de bonnes BD. La formule a beaucoup changé entre-temps. On est quand même parti d'un petit micro posé un peu à l'arrache dans un salon à une table avec un trou et un trou réparé. Et des micros sur ça, pied. c'est vendeur. Une table avec un trou, franchement, ça fait rêver. Hein. Ouais, mais vous vous rendez c'est pas un compte. accomplissement. Hein. Voilà. C'est toujours super important. C'est à pleine main qui m'a inspiré. Voilà, c'est important d'avoir quelque chose pour faire passer les câbles. Toussez, monsieur, toussez. Donc je pense que tu as ton titre. Voilà. Il y a un trou dans la table. Il y a un trou dans la table. Non, une table avec un trou. C'est mieux dans ce sens-là, je trouve. Ouais. Bon, on va voir comment on arrange ça jusqu'après. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début, s'il y en a encore. Ah non, on avait un autre truc. Je me suis planté. Oh là là. Il s'est foumblé sur sa 250e. Ouais, mais t'avais parlé d'un truc de Vioc, là. De l'autre côté des ordis, là, sifflé. Ouh. Bon, bah, puisque c'est comme ça, tu vois, après, maintenant, il faut que j'appuie sur plein de boutons pour réparer ma connerie, parce que franchement, j'ai fait n'importe quoi. Et voilà. Il va être obligé de remonter. Un œil sûr. Les chroniques oubliées. Tatin. Mais qu'est-ce donc que les chroniques oubliées ? Alors, les chroniques oubliées, c'est un jeu de rôle. Ou plus exactement, un bac à sable pour rôlistes. Donc j'ai découvert ça sur le tard, hein, ça fait un petit moment que ça existe. C'est basé sur l'Open Game Licence 3.5, intimement rebaptisé OGL, très très original. C'est tellement vieux que même moi je sais ce que c'est. Bon, c'est un système, en gros, Donjon a basculé son système sous licence gratuite, sous licence open. Pour la 3e édition, parce qu'à la 4e, ils sont revenus en licence plus open, et à la 5e aussi.
Pourtant, la 5e reste très, très, très inspirée de l'OGL. Oui, c'est le même système de base, hein, mais... Oui, enfin bon, bref. On pourrait tergiverser là-dessus pendant des heures et des heures, mais bref. Point technique sur... Petit point technique du... donc voilà, le système donc Donjon 3.5 a basculé en licence ouverte, donc l'OGL 3.5, et les Chroniques oubliées s'en sont emparés. Alors c'est pas les seuls, hein, mais les Chroniques oubliées s'en sont emparés. Le plus connu, il y a Pathfinder. Oui, entre autres, qui d'ailleurs a été republié récemment sous une seconde édition, très largement inspirée du système encore, mais un peu différente. Donc on est basé sur des caracs, on lance un dé 20, on rajoute le modificateur de la carac, on voit si on est supérieur ou égal à la difficulté. Ça, c'est le truc basique. Ce que je trouve super intéressant dans ce système, c'est que c'est le côté vraiment bac à sable. C'est-à-dire, on va partir par exemple de Chroniques oubliées Fantasy, qui est sorti, dont le bouquin de règles est sorti à la base dans un hors-série de Cassius Belli. Donc vous avez dans un Cassius Belli hors série qui devait coûter super pas cher à l'époque pour le coup. Voilà, je crois que c'est 10 ou 15 balles. Il faut le trouver, j'imagine encore. Balles, c'est en francs, hein, c'est pas en euros. Hein. Non, c'est peut-être en euros, Chroniques oubliées. En euros déjà. Et, ouais. Ok. Et donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire un jeu ultra classique en médiéval fantastique. Et surtout, en fait, très rapidement, ils le disent, ils le répètent, c'est limite insistant. C'est un bac à sable. Donc, vous avez des races, très bien. Vous avez des classes, très bien. Bon, la classe, elle est chouette, elle vous plaît. Ouais, mais celle-là, elle vous plaît aussi. Ok, bah mélangez. Et donc, le système est fait pour chaque classe, en fait, a des voies à suivre. Et donc, quand on prend un niveau, on gagne la possibilité d'acheter une nouvelle étape de ces différentes voies. Parce que this is the way. This is the way. Et du coup, vous pouvez vous recréer vos classes comme vous voulez, changer les voies que vous voulez, créer les voies que vous voulez. Tout le système est relativement simple et s'adapte à peu près tout et n'importe quoi, puisque depuis, ça a été... comment on dit, pas détourné, décliné, merci, décliné en Chroniques oubliées contemporains. Donc Chroniques oubliées Fantasy, KOF pour les intimes, KOC pour le contemporain. Vous avez une version Cthulhu ou une version Pulp. Donc soit vous voulez faire un peu de Cthulhu, soit vous voulez faire quelque chose d'un peu plus Indiana Jones, ou éventuellement mélanger les deux, hein, puisque de toute façon... C'est la base du jeu de rôle. Voilà, donc vous... Ça s'appelle Torg, ça, monsieur, déjà. Non, même si on pourrait faire du Torg avec le système de Chroniques oubliées. Mais... Enfin voilà, et puis là récemment ils viennent de faire un financement pour lancer COS pour une version sci-fi de Chroniques oubliées, et donc voilà, en insistant toujours bien sur le côté bac à sable, qui est vraiment, je trouve, le côté le plus plaisant du système. C'est-à-dire que vous déclinez ça comme vous voulez, avec un peu d'imagination certes, mais comme vous voulez et à l'infini. Donc le système a plu, comme je vous disais, il y a eu les Chroniques oubliées, donc fantasy, contemporain, bientôt sci-fi. Ça a été réutilisé par Sfar, notamment sur un petit jeu de rôle maison qu'il a créé en utilisant exactement le système sans réinventer grand-chose. Parce qu'il n'y avait pas besoin, pour Monstre. Quelques temps après, il a fait Commando Barbare, où il a juste rajouté 2-3 trucs par-dessus pour faire notamment passage de niveau en plein combat. Mais c'est du système Chroniques oubliées. Là, récemment, Patrick Sobral s'est fendu d'un petit légendaire Chroniques oubliées. C'est vraiment le système où on fait ce qu'on veut. Voilà. Là, tu parles, on fait ce qu'on veut, mais je vois qu'il y a eu là, c'est ce que j'utilise en illustration, il y a eu des boîtes d'initiation, j'imagine, avec les dés, la totale, tout ce qu'il faut. Mais là, ce que tu me dis, c'est un système que tu peux bidouiller, c'est plus un truc pour les créateurs que pour les gens qui veulent du prêt à jouer.
Ah non, pas du tout. C'est parce que les boîtes, comme tu disais, sont là justement pour du prêt à jouer. C'est après, et d'ailleurs, c'est un système que je conseille souvent pour les parents ou les jeunes qui veulent se lancer, parce que c'est un système simple, pas très compliqué, qui a l'avantage de justement être simple, pas très compliqué, facile à prendre en main. En même temps, une fois que vous le connaissez bien, passer sur du donjon, par exemple, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à intégrer. Moi, j'ai commencé sur du donjon, mais Ouais. pas du Advanced, donc c'était un peu le même genre d'idée. C'était très très simple. Et en même temps, alors après, ça a le petit défaut en question, c'est que des fois, c'est un peu trop simple. Et donc, quand vous aimez faire des persos hyper complexes avec plein d'options, plein de choses différentes, au bout d'un moment, on est un petit peu limité. Dans ces archétypes. Et je vais juste poser la petite question, est-ce qu'ils ont rajouté un peu des éléments, je dirais, plus modernes de jeu de rôle, un peu narrativiste, ou est-ce qu'on reste sur vraiment un système très à l'ancienne, on va dire? Alors c'est un système inspiré de donjon, donc on peut très facilement rester dans le PMT. Clairement. Ouais, porte-monstre trésor. Voilà. Après, si tu veux en faire autre chose, ça va dépendre du maître de jeu. C'est le maître de jeu qui va dire, bah là, on va essayer de se faire quelque chose d'un peu plus intrigue. Ouais, mais est-ce qu'il donne des outils pour mettre ça en place, ou est-ce que Oui. on reste sur quelque chose de très classique C'est comme tous les jeux de rôle, et celui-ci en particulier, t'as tout ce qu'il faut pour, donc t'as les boîtes complètes pour faire un truc très cadré, où t'as des scénarios, plein d'histoires, etc. Après, les règles en elles-mêmes vont te définir toutes les classes, tout ça. Et il y a toujours ce chapitre, le petit chapitre où ils vont te donner des tuyaux pour faire le maître de jeu. Ils vont te donner le tuyau pour dire, si la règle vous enquiquine, surtout ne l'utilisez pas. Ils vont te dire, en fait, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus comme ça, n'utilisez pas ce genre de règle, utilisez plutôt ce genre de règle-là, Oui. etc., etc. Il y a vraiment un côté bac à sable où on peut faire un peu ce qu'on veut avec. La seule chose qu'il faut, c'est de l'imagination. Et quand tu as l'habitude de maîtriser, quand tu prends le système, tu vois tout de suite tout ce que tu peux te permettre de faire avec. Et quand tu n'as pas l'habitude de maîtriser, c'est suffisamment simple pour te mettre le pied à l'étrier. Et une fois que tu as bien compris le truc, après tu commences à laisser ton imagination vagabonder et te dire, mais on peut faire ça aussi, mais on peut faire ça, Et tu vois, le truc tout bête au début auquel tu vas pas penser tout de suite, c'est donc Black Book, puisque c'est eux qui l'utilisent, qui l'ont mis en place avec le Casus Belli. Donc on fait les Chroniques oubliées fantasy, les Chroniques oubliées contemporaines, voilà. Là ils nous lancent le sci-fi bientôt. C'est tout le même système. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas Torg, mais on peut tout à fait faire un Torg avec ça. Tu veux t'amuser à faire des histoires, les univers. tu veux t'amuser à faire une histoire qui passe d'une époque à l'autre, d'un temps à l'autre, d'un univers à l'autre. T'as tout ce qu'il faut. T'as juste à dire, en fait, je vais me servir de ça, je vais me servir de ça, je vais me servir de ça, ça m'intéresse pas, je le laisse, et c'est parti. Donc c'est Chroniques oubliées chez Black Book Edition qui vous permet de faire comme vos personnages préférés de Stranger Things, de Mon Petit Poney ou de Community, car ils jouent tous au jeu de rôle. Si, sérieux. Voilà. Bref, merci. Et c'est là normalement que je dois remettre le truc pour dire que c'est la fin, que je dois dire aux gens que c'était bien, que c'était une 250e émission pleine d'émotions, même s'il manquait les gens avec qui j'ai créé ça, machin chose bidule, mais que quand même on a passé un super bon moment tous les trois, et qu'ils avaient qu'à être là, ces connards, de nous avoir lâchés à être malades, avec peut-être qu'on fait des missions depuis trop longtemps et qu'on a tous des problèmes de santé de merde. Je ne vois que ça comme explication. C'est la décrépitude. Voilà, je pense qu'en plus maintenant on va te faire des gardes alternés sur les émissions et tout, parce que sinon on est trop nombreux, ça devient n'importe quoi. C'est la rançon du succès. C'est dur la vieillesse. Mais c'est une belle vieillesse qui me permet de rappuyer sur ce bouton pour faire lancer le jingle en léger fade, pour dire qu'on va se dire au revoir. Avant, ce qui nous laisse beaucoup de temps pour meubler, parce que je vous rappelle que le générique de fin est très très long, qu'un jour il faudrait que je le coupe un peu, peut-être pour la 251e, pour dire qu'on rentre dans un nouvel ère, un nouvel âge, qui en jetterait un peu, tu vois. Pour la 800e. La 800e, mais oui, bien sûr, mais elle est déjà préenregistrée dans ma tête. On aura changé d'âge, effectivement. Je le crois. Je pense que entre la 150 et la 200e, il y a eu beaucoup plus de temps qu'entre la 200e qui n'existe pas et la 250e. Parce que en passant en hebdo, on en fait des émissions quand même. Oui, car je suis hyper fier que pour le moment,
on est en décembre, depuis qu'on a relancé la saison, on a réussi à avoir une publication par semaine sans aucune faute. C'est dingue. Ce qui est un truc un peu de fou, et que là on est reparti, et bon j'ai 4 émissions de réserve au cas où, mais on est reparti pour au moins 2 mois tranquille, ou à moins que j'ai des C'est problèmes. les 4 émissions de réserve, c'est sa chronique des albums qui ont été publiés à 25 ans. Exactement, mais c'est exactement ça. Comme t'es trop fort. Voilà, comme ça sera la spéciale archiviste ce jour-là. Et tu pourrais enregistrer ces émissions spéciales avec nous. On parle de vieilles choses qu'on a bien aimées. Moi, je dis, il faut la barbe blanche. Voilà. Ah non, là c'est mal barré. T'es plus pareil que Bon, moi. Là. allez, sur ce, on va peut-être avoir le générique qui va Ciao, finir les gens. avant qu'on dise au revoir, donc on va dire au revoir aux gens. Ciao, Au revoir tout le ciao, à monde. bientôt, Ciao, ciao. bye bye. Bye.